Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en ignorant les signes avant-coureurs et en manquant de mourir d'un choc septique. Cela m'est arrivé il y a 3 ans et je poste ce message comme une mise en garde au cas où cela arriverait à quelqu'un d'autre à l'avenir. Un peu de contexte est nécessaire. La famille de ma femme, qui habite à côté de chez moi, venait de subir une semaine de gastro. Par conséquent, lorsque des douleurs ressemblant à celles d'une gastro ont commencé à se manifester dans la partie supérieure de mon intestin, j'ai pensé qu'elles étaient symptomatiques de la gastro susmentionnée. J'ai passé 2 jours dans un état à peine fonctionnel, avec une légère fièvre et une incapacité croissante à me réchauffer. J'étais dans un état lamentable, mais j'ai justifié cela en disant qu'il s'agissait de quelque chose de normal et j'ai donc refusé les fréquentes suggestions de ma femme qui me demandait de me faire examiner. Je me suis dit que dans un jour ou deux, cela passerait et que je reviendrais moi-même. Le soir du 2e jour complet de ce bug, et après avoir passé une bonne partie de la journée blottie dans une épaisse couverture de fourrure, je suis allé me coucher en frissonnant. Même en empilant la couverture de fourrure sur ma couverture existante et en plaçant un coussin chauffant sous moi, je n'y ai rien changé. Alors que je grelottais, j'ai promis à ma femme que demain j'irais aux urgences si je ne me sentais pas mieux. Malgré les violentes secousses, je n'ai pas tardé à sombrer dans un profond sommeil. Vers 2 heures du matin, dans un état de délire non lucide et fiévreux, je me suis levé de mon côté du lit et j'ai fait le tour de l'autre côté où ma femme était allongée. Aujourd'hui encore, je ne me souviens que de quelques bribes de ce qui s'est passé au cours de l'heure qui a suivi, mais ma femme me raconte que je lui ai saisi les poignets avec une force incroyable et que, d'une voix paniquée, je lui ai dit « ça ne va pas marcher ». Elle connaissait mes crises de sommeil occasionnelles, mais elle voyait bien que quelque chose n'allait pas. Elle a essayé de me calmer, mais j'ai répété, encore plus paniqué, « ça ne va pas marcher ». C'est l'attention de ma femme qui m'a sauvé la vie. Si elle avait considéré mes divagations comme normales, je serais mort dès le matin. Elle a immédiatement appelé ses parents, qui dormaient profondément, et ils sont venus tout de suite. À ce moment-là, je me souviens vaguement avoir été introduite dans le salon, mais le monde tournait et je n'arrivais pas à interagir avec le monde en dehors de ma tête. J'étais présent, mais j'étais aussi très loin. J'avais l'impression de regarder le monde à l'extérieur de ma tête à travers un long tunnel. Mon corps avait l'impression de s'enfoncer dans le canapé. J'étais brûlant, ma femme et ma belle-mère ont sorti tout ce qu'il y avait dans le congélateur et m'ont couvert sur toute la surface. Elles ont alors pensé à prendre ma température, qui était à ce moment-là de 10,5 degrés Coulomb. J'ai perdu connaissance et j'ai eu une crise d'épilepsie. J'ai perdu connaissance et j'ai eu une crise d'épilepsie, probablement provoquée par la forte fièvre. L'ambulance avait été appelée, mais les 2 secouristes n'étaient pas équipés pour me descendre les escaliers et les pompiers ont été appelés après leur arrivée. Ils m'ont attaché à une chaise qui descend les escaliers et ont essayé de me parler, mais je n'étais plus qu'une coquille vide. Heureusement, après m'avoir fait sortir dans l'air hivernal, mes facultés ont commencé à revenir suffisamment pour que je réalise ce qui se passait et que j'interagisse avec les ambulanciers, qui ont commencé à me poser des questions de base auxquelles j'ai eu du mal à répondre. J'ai regardé ma chemise, une chemise que je portais souvent et sur laquelle il y avait des mots en gros caractères, mais je n'ai pas pu les lire. À ce moment-là, malgré ma lucidité croissante, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Mon appendice était rompu et mon corps était presque entièrement septique. J'étais en train de mourir, et vite. Ma tension artérielle était presque inexistante et j'ai appris que mes reins s'étaient éteints, suivis de mes poumons. Il est important de noter que nous vivons dans une petite ville où le personnel hospitalier est peu compétent et jouit d'une mauvaise réputation. Ils avaient mal diagnostiqué, par exemple, le bras de ma grand-mère qui s'était cassé en 2 en le considérant comme une simple entorse et avaient renvoyé la personne affectée chez elle, où son bras s'était aggravé à l'infini. À 90 ans, il s'agissait d'un problème critique qui a failli lui coûter la vie. Il y a beaucoup d'autres histoires similaires, mais je m'écarte du sujet. Heureusement pour moi, le seul chirurgien compétent était de garde ce soir-là. Il fallait opérer immédiatement, mais ma tension artérielle était trop basse pour l'opération. Ils ont dû m'injecter des médicaments pour que je survive à l'opération avant d'enlever ce qui me tuait. J'ai réussi à m'en sortir, mais le chirurgien m'a dit, lorsqu'il m'a vu le lendemain, que si je n'étais pas venu quand je l'ai fait, je ne serais plus en vie. Il est même allé jusqu'à dire que si j'avais essayé d'aller dans la ville voisine, pour être soigné dans un meilleur hôpital, je serais mort en chemin. En raison de l'arrêt de mes organes et de la septicémie, il a fallu une semaine en soins intensifs avant que je puisse rentrer chez moi. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai ignoré les signes d'appendicite, pensant qu'il s'agissait d'une simple gastro, pendant 2 jours et j'ai failli mourir. Aujourd'hui, j'ai foiré en faisant du ghosting avant un rendez-vous. Il y a un mois, j'ai rencontré une femme en ligne, appelons-la Sarah. Elle avait manifestement d'autres options et m'a laissé de côté pendant les 2 premières semaines, ce qui n'a rien de mal, je l'ai fait aussi. Après quelques messages du type désolé, je viens de lire que... etc., j'ai tenté ma chance et proposé un rendez-vous informel dans le parc. Le temps de réponse est passé de quelques jours à quelques minutes. Nous avons prévu une soirée plus tard dans la semaine et j'en suis resté là. Dans les jours qui ont précédé le rendez-vous, quelqu'un de mieux pour moi s'est présenté, appelons-la Julia. La veille de mon rendez-vous avec Sarah, Julia a appelé et s'est invitée chez moi le lendemain soir pour boire un verre.
Comme Sarah ne semblait pas très intéressée au début et que je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis que nous avions fixé le rendez-vous, j'ai pensé qu'il n'y avait pas de problème à la désapparier avant et à m'épargner une discussion embarrassante du type "tu ne m'intéresses plus". On m'a posé un lapin entre 20 et 30 fois au cours des dernières années, sans compter les personnes qui ne correspondent plus ou qui s'éclipsent avant le rendez-vous. Je me suis dit, ça m'arrive tout le temps, pourquoi devrais-je m'inquiéter de le faire? Faux, je me suis instantanément senti comme une merde. Ce sentiment m'a fait changer d'avis sur les femmes qui m'avaient fait ça, c'étaient des salauds et maintenant j'étais l'un d'entre eux. Le soir même, je m'engageais dans mon allée. J'ai vu ma voisine, qui avait emménagé au début du mois, se diriger vers sa voiture. Je ne l'avais pas encore rencontrée et je me suis dit que j'allais me présenter. Lorsque je suis sorti, nous nous sommes regardés dans les yeux. Elle m'a reconnu. C'était Sarah et l'expression de son visage ne pouvait être décrite que comme du dégoût. J'ai paniqué et j'ai commencé à rire nerveusement comme une folle avant de courir chez moi, parce que c'est la pire façon de gérer la situation. Avant que Julian arrive chez moi, j'ai laissé une bouteille de vin sur le porche de Sarah avec un mot d'excuse en guise d'offre de paix. J'aurais vraiment aimé prendre les 2 minutes nécessaires pour avoir cette conversation gênante, parce que c'est 1000% pire. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai ghosté une fille avant un rendez-vous et il s'avère que c'est ma nouvelle voisine, des leçons ont été apprises.